20h, 21h, France Info, Les Informés, Jean-Mathieu Pernin. Bonsoir, bienvenue dans Les Informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, les réseaux sociaux avec le hashtag Les Informés et le canal 27, et oui, de la TNT, à cette théorie du complot, difficile d'y échapper et en même temps c'est tellement idiot qu'il est impossible d'y résister. En même temps, il y a des choses très étranges au moment où on a annoncé la mise en examen de Jean-Marc Morandini aujourd'hui. Christine Boutin a envoyé un tweet avec ces mots « Mort de Chirac ». Alors bizarrement, ça n'a pas fonctionné. Voilà. Étrange pourtant quand deux prix Nobel se rencontrent, ça doit faire des étincelles. Mais là, non, ça n'a pas fonctionné. La mise en examen de Jean-Marc Morandini fait parler. Christine Boutin est donc vouée à l'enfer numérique. D'ailleurs, il paraît qu'en la voyant, Belzébuth a tweeté « Sortez-moi de là ». On ne sait pas s'il en est encore à cette heure-ci. Eux, en tout cas, ils sont bien présents. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Claire Sercombe. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes de l'association Oser le féminisme. Également, le député des Français d'Amérique du Nord, les Républicains, Frédéric Lefebvre. Bonsoir, pardon. J'avais mal noté votre nom. Parce que voilà, ça arrive et voilà. Jérôme Doncieux, bonsoir. Vous êtes fondateur de l'agence Relax News. Bonsoir. Et également Marcelo Vesfred de l'Express. Bonsoir. Bonsoir. Et ce soir, nous parlerons cause animale qui devient une cause politique, d'école obligatoire jusqu'à 18 ans, mais également des visiteurs de Calais. Mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. À force de nous dire que les primaires servent à régénérer la politique, à faire sortir des personnalités nouvelles, à faire grandir la discussion, le candidat de la droite pour l'élection présidentielle pourrait très bien être Jean-Frédéric Poisson. Et oui, c'est le seul qui correspond à tous les critères. Il n'a jamais été ministre. Il représente une autre tendance que les Républicains et rien que son patronyme déjà fait parler au moment où sort un film sur le commandant Cousteau, donc que demander d'autre. Aujourd'hui, la haute autorité de la primaire a validé 7 candidatures, donc Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, François Fillon, Bruno Le Maire, Jean-François Copé, Nathalie Kosciusko-Morizet et donc Jean-Frédéric Poisson. Hervé Mariton a été exclu de la course, faute de parrainage militant. Mais bon, c'est parti. Recette donc de la primaire réussie sans gluten par le président du comité d'organisation de la primaire, Thierry Solère. Au fond, une primaire réussie, pour moi, c'est 3 choses. C'est une primaire, bien sûr, qui mobilise beaucoup de Français. J'ai vu l'étude hier où 28% des Français envisagent d'aller voter à cette primaire. Vous vous rendez compte, c'est considérable. Une deuxième chose, c'est vraiment une primaire qui donne lieu à un vrai débat et pas un pugilat. Et je sais que chaque candidat a bien conscience de cela parce qu'il faut se rassembler derrière le vainqueur. Et puis, troisième chose, il faut que le résultat soit incontesté. Et ça, c'est mon travail, ainsi que celui d'Anne Levane, la présidente de la haute autorité. Pour cela, il faut que ça soit incontestable. Et voilà Thierry Solère, donc le très content président du comité d'organisation de la primaire. Alors Frédéric Lefebvre, on avait appris au moment de déposer justement les parrainages des différents parlementaires et des militants, vous n'aviez pas été accepté finalement à concourir. Comment vous regardez ce soir finalement aujourd'hui ces 7 candidats qui se présentent pour essayer de devenir le candidat de la primaire de la droite et du centre? D'abord, moi j'ai déposé un recours, parce que j'ai déposé, vous l'avez rappelé, ma candidature le 9 septembre. J'ai d'ailleurs reçu un récépissé de dépôt de candidature. Et puis, il y a une procédure qui n'était d'ailleurs pas prévue dans le guide du candidat, de recevabilité qui, le 14 septembre, a décidé de m'exclure de la course de cette primaire. Et j'ai déposé un recours, donc j'attends avec pleine confiance, compte tenu de ce recours fondé en droit, la réponse sur ce recours. Vous avez dit que Nicolas Sarkozy cherchait à vous éliminer. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui, ce soir? Alors, vous savez, c'est tout. Pour que tout le monde comprenne, il faut revenir un peu sur tout ce qui se passe depuis des mois. En fait, moi, j'ai annoncé ma candidature il y a maintenant 9 mois. Et il se trouve que je pense que visiblement, ça ne fait pas plaisir à Nicolas Sarkozy. Et pourquoi? Il faut lui poser la question, il vous répondra sans doute. Mais en tout cas, je vis un traitement personnel depuis, qui a été jusque d'abord la décision qui a été prise contre toute logique et contre la décision que nous avions prise à l'unanimité. Vous avez entendu Thierry Solère tout à l'heure qui dit qu'il faut veiller évidemment à la bonne organisation. Le comité d'organisation avait décidé à l'unanimité que dans les circonscriptions des Français de l'étranger, le vote serait électronique. Ça avait d'ailleurs Nicolas Sarkozy avait lui-même annoncé dans une réunion. Puis vous vous souvenez qu'il a voulu un vote papier. Donc ça a été la première décision. Ensuite, on a gelé mon investiture. La règle, c'est que les sortants dans ma famille politique sont automatiquement reconduits. On a gelé mon investiture parce qu'on m'a reproché ce que j'assume et que je revendique, c'est de voter les textes du gouvernement quand je considère qu'ils sont bons pour le pays et qui vont dans le bon sens. Je pense que ça devrait d'ailleurs être
l'attitude de chacune et de chacun, et c'est ce que je défends comme attitude politique. C'est ce qu'on vous a reproché, en effet. Et ensuite, on a inventé donc cette procédure de recevabilité. On m'a déclaré recevable au titre d'une recommandation qui n'a pas valeur juridique et contraignante, qui de surcroît est intervenue après qu'il y ait un accord, vous citiez Jean-Frédéric Poisson, qui soit intervenu avec Jean-Frédéric Poisson, qui est dans le même cas que moi, puisque c'est un député des Républicains, président d'une formation politique de la droite et du centre. Et donc voilà, j'ai fait un recours parce que ce que disait Thierry Solère tout à l'heure est très important. Il faut effectivement que les règles soient respectées. Juste une chose, Marcelo Westphred, on a entendu justement Thierry Solère voir que les Français sont intéressés par cette primaire. Bon, apparemment, ils ont un petit problème, ils ne connaissent pas la date. Voilà, c'est 80% qui ne connaissent pas la date, mais ils sont très intéressés parce qu'il y a ce sentiment de participer déjà au premier tour. Oui, alors on avait observé le même phénomène en 2011, c'est-à-dire qu'au début, les Français étaient un peu sceptiques. Pour la primaire socialiste, donc. Pour la primaire socialiste, c'était d'ailleurs la première fois qu'en France, on faisait une primaire de grande ampleur. Et les gens se disant qu'ils peuvent peser non seulement sur le choix, l'investiture au sein d'un camp, mais sur le résultat final. Parce qu'en fait, c'est ça qui commence à rentrer dans la tête, dans l'esprit des gens. C'est que les gens se disent que le vainqueur, celui qui sortira à l'issue de cette investiture, a de fortes chances de se retrouver au second tour face à Marine Le Pen et dans un élan républicain de l'emporter. Et ça, c'est un énorme levier de participation. Et donc là, c'est déjà, les chiffres dans les sondages sont déjà élevés. Et on est avant les débats à la télévision et à la radio qui vont commencer le 13 octobre. Et on l'avait vu pareil, si on fait une comparaison avec la seule chose qu'on peut comparer, c'est-à-dire 2011, c'est au moment des débats que certains candidats se révèlent, que les lignes apparaissent, et donc ça peut amplifier encore plus l'intérêt des Français pour cette primaire. On va continuer à en parler dans un instant de cette primaire des Républicains, mais l'info à 20h10, c'est Pierrick Bonneau. Bernadette Chirac hospitalisée ce soir dans le même hôpital que son mari à la Pitié-Salpêtrière à Paris. L'ancien président de la République qui a été admis dimanche pour une infection pulmonaire. Selon son gendre, Bernadette Chirac a besoin de souffler et récupérer un peu. Il précise qu'elle est profondément marquée par le décès de sa fille Laurence en avril et épuisée par l'hospitalisation de son mari. Le ministre de la Justice en visite surprise cet après-midi à la maison d'arrêt d'Osny dans le Val d'Oise. Jean-Jacques Urvoas est venu apporter son soutien au personnel de l'établissement et annoncer des renforts de surveillants dans l'unité de prévention de la radicalisation. Là où le 4 septembre dernier, 2 surveillants pénitentiaires avaient été blessés par un détenu. Dans cette unité, l'effectif va passer de 5 à 8 surveillants dès le mois prochain. Le président Hollande demande à son ministre de la Défense de se rendre à Delhi après-demain. L'Inde va acheter 36 avions de chasse Rafale à la France. La rumeur du contrat courait depuis plusieurs jours. Elle vient d'être confirmée. Jean-Yves Le Drian part donc officialiser la vente avec son homologue indien. Le prix exact de la transaction n'a pas été officiellement dévoilé, mais selon le correspondant de France Info en Inde, ce chiffre se situerait autour des 7 milliards d'euros. Cela fait 9 ans que Dassault était en course pour vendre ses avions de chasse à l'Inde. Une chance de plus pour Paris. La nouvelle maire de Rome retire son soutien à la candidature de la capitale italienne pour l'organisation des Jeux Olympiques de 2024. Motif, la nouvelle élue dit ne pas vouloir ajouter une couche de ciment sur la ville. France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin. Les informés de France Info, nous parlons de la primaire des Républicains. Ça y est, c'est lancé. Et oui, bon, ça avait déjà été lancé depuis à peu près un an, mais ça y est, c'est officiel. Nous connaissons donc les 7 candidats qui vont s'affronter pour essayer de devenir le héros de la droite et des Républicains, notamment pour l'élection présidentielle. Claire Sercombe d'Oser Féminisme, on a beaucoup parlé de Nathalie Kosciusko-Morizet, notamment place des femmes. Quand vous entendez cet argument, ah bah oui, parce qu'il faut quand même une femme. Aujourd'hui, ça a été ça, Nathalie Kosciusko-Morizet. Elle a eu des parrainages à droite à gauche, il y a une opération de sauvetage. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez sur cette place justement des femmes dans cette campagne des Républicains? Juste rappeler que les Républicains, c'est quand même un parti qui paye 4 millions d'euros par an, de retenue sur les dotations publiques pour non-respect de la parité. Donc effectivement, ça aurait fait un peu tache dans le paysage s'il n'y avait eu aucune femme. Et donc là, on a officiellement 14% de femmes candidates aux primaires des Républicains, alors que 50% de la population est quand même composée de femmes. Et juste pour revenir
moi je suis très très contente puisque c'est quand même une grande primaire féministe qui s'annonce. On a quand même des candidats de choix qui d'un coup se mettent à défendre justement la parité, etc. depuis 3-4 jours pour certains. Par exemple, Jean-François Copé, qui dans un débat face à Cécile Duflot explique que non, la parité, il est très attaché, et en 2012 il expliquait que c'est dommage mais on va pas y arriver parce qu'il y a quand même des hommes de qualité qui sont là depuis 30 ans et ce serait dommage quand même de leur retirer leur mandat. Ou je pense aussi à Nicolas Sarkozy qu'on a évoqué, qui à l'occasion du Burkini explique que la liberté de la femme, c'est quelque chose sur lequel il faut surtout pas transiger. Le même qui en 2012 voulait restreindre l'accès à la contraception pour les mineurs avec une autorisation parentale en bonne et due forme. Donc on est un petit peu encore les dindons de la farce sur la question des droits des femmes. Est-ce que vous avez l'impression, finalement, on se souvient à la primaire des socialistes en 2011, une femme également. Là, une femme, c'est quoi? C'est représentatif du monde politique? Deux femmes en 2011. Deux femmes, pardon. Voilà, Martine Aubry et Ségolène Royal. Exactement. Vous avez l'impression que c'est représentatif du monde politique? Je ne sais pas si les appareils politiques ont des statistiques sur le nombre de femmes qui sont adhérentes parmi tous leurs effectifs, mais ce serait intéressant justement de voir un petit peu ce qui se passe, puisque si les femmes sont sous-représentées dans les appareils, effectivement, c'est compliqué de les faire monter. Mais à un moment, il faut réfléchir pourquoi est-ce que les femmes s'engageraient moins dans les appareils politiques et du coup auraient des problèmes pour prendre des responsabilités avec tous les bâtons dans les roues aussi qu'ils savent très bien leur mettre. Jérôme Doncieux, vous-même, en tant que journaliste, patron de Relax News, qu'est-ce que vous attendez des débats des Républicains? Pour vous, déjà, est-ce qu'il y a une vraie différence? Est-ce qu'on a déjà pu voir une vraie différence entre les candidats? Alors, précision, je suis pas journaliste, mais je suis le copatron de Relax News. Précision. Non, ce que je crois, c'est que la primaire de gauche, contrairement à ce que tout le monde croyait à l'époque, avait été un formidable appel d'air et un facteur de légitimité pour le candidat de gauche. Nombreux de candidats de droite étaient très sceptiques. Moi, ce que je crois, c'est que les Français adorent la politique, qu'ils adorent la castagne, et que donc on va avoir un match extrêmement intéressant. Et l'analogie avec Astérix étant dans l'air, ça va être d'autant plus chaud que le chef du village, le chef de la bataille à droite, sera probablement le chef du village dans un an. Et pourtant, donc ça va être très chaud. Pourtant, Jérôme Doncieux, contrairement à ce fantasme qu'on a vu aux États-Unis de Barack Obama qui émerge, aucune nouvelle tête n'a émergé finalement de ces primaires. Oui, mais c'est pas fini, parce que les primaires, la logique, c'est que le vainqueur de la primaire soit le vainqueur de la présidentielle. Mais autre scénario, Mélenchon-Le Pen en finale, c'est possible. Et troisième scénario, Macron gagne. C'est-à-dire, s'il y en a deux, comment un troisième? Non, mais il y a trois scénarios possibles. Moi, je pense que le scénario Ouais. central, c'est le vainqueur de la primaire et le vainqueur de la présidentielle. Mais il y a probablement deux autres scénarios, plus spéculatifs, mais qui sont possibles. Alors, Frédéric Lefebvre, bien sûr, ça commence donc le 13 octobre, ces débats. Je ne sais pas si vous allez les regarder déjà, premièrement. Est-ce que ça continue à vous intéresser? Oui. J'attendais le résultat du recours, j'espère y participer. Écoutez, voilà. Et c'est quand d'ailleurs le résultat? Vous savez, la date? Il n'y a pas de délai fixé par le guide du candidat. Est-ce que finalement, on parle beaucoup aussi de règlement de compte à venir? On parle de certains candidats, notamment Jean-François Copé, qui ciblerait Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous n'avez pas peur, finalement, qu'on parle très peu d'idées, et finalement, par exemple, de Big Malion, des choses comme ça qui pourraient finalement entacher le débat? Bien sûr que j'ai peur, puisque j'ai fait une campagne qui a commencé il y a 9 mois. J'ai fait 125 étapes. Je suis parti à la rencontre de nos compatriotes. Et je partais de 5h du matin à minuit. Vous m'avez plus vu d'ailleurs sur le plateau télé ou radio. On s'inquiétait un petit peu d'ailleurs. J'imagine. Oui. Et j'étais avec tous ces Français qui aujourd'hui sont en attente de retrouver un espoir, qui sont précarisés. Vous avez un quart de la population qui n'arrive pas à boucler ses fins de mois. Vous avez 8,5 millions de pauvres. Et moi, je pense que quand on parle de débat, si on veut une primaire réussie, il faut d'abord qu'on ose dire les choses. C'est-à-dire qu'il y en a assez, les gens n'en peuvent plus. D'abord, il faut arrêter d'emmerder les gens, toutes ces réglementations qui arrivent dans tous les sens. Et ensuite, il faut que toutes les grandes déclarations sur je vais baisser les impôts de 10%, je vais baisser le nombre de fonctionnaires... Mais là, je vous parle des affaires Frédéric Lefebvre. Non, c'est ça. Mais les affaires... Vous savez bien, il y a non, mais qu'après, il y ait des boules puantes entre les uns et les autres, c'est jamais à écarter. Je vous dis, ce qui compte, si on veut que cette primaire soit réussie, c'est plutôt que de se commenter les uns les autres et de s'observer les uns les autres, c'est de regarder les Français et d'essayer de parler des problèmes des Français. Or, quand vous avez le mot que j'ai le plus entendu dans cette campagne, c'est le mot suicide. Ah bon? Des agriculteurs, des commerçants, des artisans, des infirmiers. Et donc, aujourd'hui, cette France, elle est précarisée. Sur, par exemple, le RSI, moi, je prône la liberté d'affiliation au RSI. Ça veut dire qu'aujourd'hui, des gens qui sont parfaitement étranglés, qui sont moins bien traités que tous les indépendants,
qui travaillent dans tous les pays d'Europe, doivent, eux, retrouver la liberté. Tous ces sujets-là, aujourd'hui, ne sont pas dans le débat. Alors, on verra ça donc. Parce que le système ne veut pas que ces sujets soient dans le débat. Kassarcom. Oui, très rapidement, c'était sur les investitures législatives. Ouais. Donc, effectivement, vous avez été court-circuité pour des raisons qui appartiennent à l'appareil, justement, à l'intérieur. Juste, je suis extrêmement choquée qu'il y en ait un autre dont l'investiture n'a pas été retoquée, c'est quand même Georges Tron. Je rappelle juste qu'il y a un candidat qui, pour le moment, serait retenu par la commission des investitures, qui est renvoyé aux assises pour viol aggravé. C'est un travail dans les sortant. Qui n'était pas sortant, certes, mais c'est d'autant plus... Non, mais je dis pas ça pour... Non, mais c'est d'autant plus étonnant, si vous voulez, que justement, quelqu'un qui n'est pas sortant, renvoyé pour des faits gravissimes. Vous savez, quand on parle de la ligne politique, Jean-Frédéric Poisson, par exemple, qui est candidat... On va le découvrir, beaucoup de Français vont découvrir. On l'a déjà découvert. Il a répondu à l'invitation de M. Ménard, maire de Béziers, à dialoguer avec le Front National. Il a déclaré publiquement, on parle des femmes, qui préférait Marion Maréchal Le Pen à Nathalie Kosciusko-Morizet. Personne ne lui a jamais reproché, Nicolas Sarkozy le premier, de s'être éloigné de la ligne de ma formation politique, qui pourtant dit clairement qu'on ne discute pas et qu'on ne négocie pas avec le Front National. Alors que quand je vote un texte du gouvernement, le même Nicolas Sarkozy considère que là, j'enfreins la règle, alors même que c'est protégé par l'article 27 de la Constitution, la liberté de vote. Donc vous voyez, c'est tout ça qu'il faut changer alors, juste, Marcel, dans les formations politiques. Marcel, alors je reviens sur ma question sur les affaires. On est un peu tatillon, nous, journalistes, sur les affaires. Voilà, est-ce que vous attendez, vous aussi, vous vous dites finalement, Big Malion sait qu'il va y avoir un jugement qui va être rendu finalement pour savoir la suite de cette affaire, et notamment concernant Nicolas Sarkozy. Est-ce que ça peut justement polluer le débat ? Tout simplement. Sur le plan judiciaire, il y a quand même peu de chances. Là, les juges d'instruction doivent dire s'ils renvoient en correctionnel, mais il y a peu de chances que si jamais on rentre dans un cas de figure où il y a un renvoi en correctionnel, il y a peu de chances que ce soit avant la présidentielle. En revanche, la question, c'est l'impact que ça a sur le climat du débat. Parce que ce qui fait le succès d'une primaire, c'est la participation. On vient d'en parler, mais c'est qu'une fois, le soir du second tour, le vainqueur puisse faire l'union, le rassemblement sur son nom. Et si on s'est étripé et on a sorti toutes les affaires, à ce moment-là, c'est très difficile. En 2011, les socialistes avaient réussi très rapidement à se rassembler. Si Nicolas Sarkozy l'emporte et que François Fillon continue à faire une campagne où il rappelle que jamais le général de Gaulle n'aurait été mis en examen, etc., se serait présenté, si on sort le linge sale, non pas en famille mais en public, ce sera très difficile au soir de la primaire de rassembler tout le monde. Allez, l'info à 20h20, c'est Pierrick Bonneau. Bernadette Chirac admise à l'hôpital à 83 ans, la femme de l'ancien président de la République, épuisée par l'hospitalisation de son mari, selon son gendre, a besoin de souffler et récupérer un peu. Elle a été admise dans le même hôpital que Jacques Chirac, à la Pitié-Salpêtrière à Paris. L'ancien chef de l'État y est hospitalisé depuis dimanche pour une infection pulmonaire. La justice ordonne un non-lieu dans l'enquête sur les voyages en jet privé de Nicolas Sarkozy en 2012 et 2013, des vols payés par la société de l'un de ses proches qui avait fait naître des soupçons d'abus de biens sociaux. Un non-lieu pas vraiment surprenant et une bonne nouvelle pour le candidat à la primaire à droite qui reste sous la menace d'un renvoi en correctionnel dans une autre affaire, l'affaire Big Malion, pour financement illégal de sa campagne en 2012. La baisse de fréquentation hôtelière en France, confirmée ce soir par un bilan communiqué par l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, moins 4,5% cet été, avec une grande disparité selon les zones et les territoires, selon Hervé Beckham, vice-président de l'UMIH. Il était notre invité ce soir sur France Info. Cette baisse concerne le taux d'occupation et le chiffre d'affaires des hôtels. Celui des restaurateurs pourrait s'avérer encore plus négatif, selon lui. Une offensive sur Mossoul, possible dès le début du mois d'octobre, à en croire un chef militaire américain. Les forces irakiennes seront alors techniquement prêtes pour reprendre la deuxième ville d'Irak aux djihadistes. Selon le général Joseph Dunford, chef d'état-major interarmé, le lancement de l'opération ne dépend plus désormais que d'une décision politique du côté des Irakiens. France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin. Les informés de France Info avec ce soir Claire Sarcombe de Oser le féministe, le député des Français d'Amérique du Nord Frédéric Lefebvre, Jérôme Doncieux, fondateur de l'agence Relax News, et également Marcelo Vesfred de l'Express. J'ai juste encore une toute petite question pour vous, Jérôme Doncieux, sur les primaires. Il y a Henri Guénaud aujourd'hui, alors autre finalement désespéré finalement des Républicains, qui a donné une interview au Huffington Post aujourd'hui, et lui il dit, bon, il est toujours très énervé, Henri Guénaud, il dit que les primaires ça pervertit l'esprit de la Ve République. Est-ce que vous comprenez ce qu'il veut dire par là ?
Je vois, mais en l'occurrence, je pense que les primaires ont une vertu majeure, c'est de mettre quand même beaucoup d'idées sur la table. Moi, j'ai lu les livres des principaux candidats. Il y a beaucoup de choses. C'est beau. Non, mais il y a beaucoup de choses dedans. Et donc, moi, je pense vraiment que ça va stimuler le débat. Guénaud est dans un autre sujet. D'abord, il a une vision très gaullienne de la politique. Et puis, par ailleurs, voilà, il a personnellement une vraie difficulté à rentrer dans le débat. Donc, je pense que... Vous pensez que ces idées, justement, écrites dans ces livres, vont apparaître par rapport au débat qu'on voit actuellement, qui n'est que sur l'identité, que sur la sécurité? Mais en l'occurrence, quand vous lisez les livres, cet aspect-là est réel, mais il est marginal. Même dans le livre de Nicolas Sarkozy, ou dans ses déclarations d'il y a 2 jours, qui est en fait centré sur la réforme de la médecine libérale, c'est 70% du discours qui est là-dessus, et en l'occurrence, on retient d'autres choses qui pourtant ont déjà été dites. Donc, mais ça, on connaît tous les accélérations médiatiques. Donc, non, moi je pense qu'il y a des sujets sur la table, et ça va être intéressant. Marceau Bessered, pour vous, aujourd'hui, quand on voit le début de cette campagne de parler que d'identité, c'est un choix aussi de Nicolas Sarkozy. Oui, il essaie de polariser le débat sur les sujets qui le permettent de faire le plus la différence. Il joue à fond l'ancien ministre de l'Intérieur. Ouais. Et c'est vrai qu'il est aidé par le climat, parce que quand on a les attentats, quand on a la question des migrants, c'est vrai qu'il est plus simple pour lui d'aller sur ces terrains-là, et c'est vrai que du coup, il y a des personnages qu'on entend moins. Où est passé Bruno Le Maire? Alors il ressort là avec ses 1000 pages de programme économique, ouais. Mais c'est vrai que c'est quand on a des attentats, quand il y a des grands problèmes de sécurité, c'est très difficile de faire émerger des hommes nouveaux avec moins d'expérience. Oui, Claire Sarcombe aussi, vous avez cette impression-là finalement qu'on focalise aujourd'hui. Tout à l'heure, on va parler justement de migrants de Calais, etc. Donc finalement, on a l'impression qu'il y a un thème unique en fait finalement cette campagne. Oui, il y a un thème unique qui... alors après, on est tous d'accord, je pense, sur le fait qu'il y a un problème majeur, le risque terroriste, etc. Et puis je pense qu'il y a l'art et la manière de le traiter. Et puis Nicolas Sarkozy, il a clairement choisi la carte populiste, de jouer sur la peur, etc. Plutôt que, je trouve, d'essayer de comprendre comment aussi on a pu en arriver là, sans chercher à expliquer, justifier, pour pas reprendre les termes de Manuel Valls qui voulait pas trop qu'on cherche à comprendre non plus, mais voilà, faut aussi se poser les bonnes questions et j'ai l'impression que les bonnes questions elles sont pas posées puisqu'on est à la course au sondage et je vais faire des points et plus on parle de moi et plus je serai présent et j'aurai des chances de passer, donc c'est populiste. Ouais, Frédéric Lefebvre, est-ce que tout à l'heure vous parliez d'idées justement, de nouvelles idées impossibles à émerger? Là on a l'impression qu'il y a un thème unique, même Alain Juppé il parle d'identité, Nicolas Sarkozy, Bruno Le Maire en effet disparaît un peu, on a l'impression que c'est très difficile d'émerger chez les Républicains si on ne parle pas d'identité? Je pense que malheureusement, la dérive identitaire, ce n'est pas qu'en France. Vous voyez le Brexit, où on a eu quand même Boris Johnson, le maire de Londres, qui nous a répété pendant 8 ans qu'il fallait venir à Londres travailler. Il répétait ça aux Français, simplement parce qu'il voulait dégager Cameron, c'est tout, a commencé à expliquer que c'était le drame de l'Angleterre d'avoir cette immigration. Et donc, c'est la même chose, avec beaucoup de cynisme aujourd'hui, et c'est d'ailleurs un des combats que je mène. Je ne veux pas que ma famille politique se caricature en mettant uniquement un sujet, la dérive identitaire, sur la table, et en gommant l'essentiel des sujets de préoccupation de nos compatriotes, que moi j'ai mesuré sur le terrain, je vous en disais un mot tout à l'heure, et parce que c'est un moyen assez facile. Et il n'y a jamais de hasard. C'est vrai que parfois il y a des raccourcis médiatiques, mais quand dans un discours, on va placer une phrase sur les Gaulois alors qu'on parle d'autre chose, on sait parfaitement que c'est la phrase sur les Gaulois qui va être reprise. Donc c'est volontaire. C'est aujourd'hui organisé par tel ou tel homme politique qui veut centrer le débat sur ce sujet en espérant que ça va occulter, ce qui a été très bien dit tout à l'heure, des sujets sur lesquels, d'abord, on n'a pas nécessairement fait le boulot par le passé, et ça vaut pour la droite et pour la gauche. Et surtout, ça évite de poser les vraies questions. Or, les vraies questions, je le redis, c'est le modèle social. Moi, je défends, c'est la semaine internationale du revenu universel. Je porte ce projet. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre moyen, dans un pays comme la France, de s'attaquer à 2 sujets majeurs. L'automatisation, 50% des emplois sont automatisables. La dépendance, avec les maladies type Alzheimer. Aujourd'hui, on ne sait pas faire face. Donc, il faut trouver un nouveau modèle social. Faites attention parce que Manuel Valls, aussi, est pour le revenu universel. On va encore vous accuser finalement d'aller alors d'abord, Frédéric Lefebvre. Là, en l'occurrence, j'ai écrit une tribune pour expliquer qu'il fallait se méfier des ersatz. Or là, on y est en plein. C'est-à-dire que le système, quand il ne veut pas muter, il préfère engloutir. Il choisit les mêmes mots
en l'occurrence, on habille le RSA qu'on va étendre aux jeunes, alors que, en réalité, c'est exactement l'inverse qu'on propose avec le revenu universel, c'est-à-dire un système sans condition. Juste une question, on va en parler dans un instant à Calais. Nicolas Sarkozy, François Hollande, Marcelo Vesfred. François Hollande, lui, il est prêt à aller sur ce thème de l'identité? Alors lui, il est sur le thème symétrique de la cohésion nationale. C'est-à-dire qu'il a vu monter ce sujet-là, et lui, il y voit aussi un intérêt, parce que c'est aussi un animal politique, il se dit, au final, on va aussi moins parler de l'économie, et comme mon bilan est ce qu'il est, c'est tant mieux. Et donc il se pose, lui, face à Sarkozy, en défenseur de la cohésion nationale, de l'union nationale. Donc il y a l'identité de ceux qui veulent diviser, et il y a moi, chef de l'État, je suis au-dessus de la mêlée, tous derrière moi. Allez, dans un instant, on va parler de voyage à Calais pour les politiques, on parlera même éducation et même cause animale. Et oui, tout ça dans les informés de France Info, c'est dans quelques minutes. Bonjour à tous, je suis Cyril Ferraud et je suis ravi d'être avec vous pour vous dire si demain, côté météo, ce sera plutôt ambiance parapluie ou bikini. Alors découvrons ça tout de suite avec le ciel de demain. Alors comme vous le voyez sur le centre, il y aura des nuages. Ici, vous savez ce qu'il y a ici? Il y a le village de Miraval dans le Var. Vous savez, le village de Brad Pitt et Angelina Jolie. Et bien maintenant c'est dégagé alors que ces derniers jours c'était un peu orageux. Alors la pluie, elle sera là du côté de la Bretagne et au cours de la journée, elle va se déplacer la coquine, figurez-vous. Où ça? Vers la Normandie et un petit peu où elle voudra. Regardons les températures de demain matin. Alors, les voici. Nous avons les minimales qui sont en bleu. La minimale d'ailleurs, ce sera 6 degrés ici même à Aurillac, les pauvres. Et la maximale, regardez, c'est ici, c'est à Bastia en Corse. La Corse, c'est pratique parce que on sait où elle se trouve. Et partout ailleurs, en jaune, ce sont les moyennes de saison. Vérifions les températures de demain après-midi. Nous avons la minimale ici même à Brest. Les Bretons vont pas être contents. 18 degrés. On leur fait un bisou quand même. Voilà. Et la maximale, elle est où? Elle est ici. Et ici, ça doit être Nîmes. On les embrasse aussi, mais c'est plus compliqué pour se baisser. Je voudrais simplement dire à Mamie Simone, ma mamie qui habite quelque part par là, vous voyez, à Digne-les-Bains, qui fera 25 degrés, ce qui veut dire qu'elle va pouvoir sortir en débardeur. Elle sera tranquille. Et dernière petite info, à Poitiers, par ici, il fera 23 degrés. Et Poitiers, ce sera les prochaines sélections de slam, figurez-vous. Ah bah oui, un peu de placement de produits. Voici l'éphéméride. Pour demain, le soleil se lèvera à 7h, il est là le soleil, il se lèvera à 7h37, il se couchera à 19h47, ça fait 4 minutes d'ensoleillement en plus, et nous allons fêter ils sont là, les Maurice, voilà. Alors bonne fête à tous les Maurice, bonne soirée sur France Info, et à demain dans Slam, à 17h30 sur France 3, la chaîne d'en face. Salut. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur France Info. Dans l'actualité, cette vente record réalisée par le groupe Dassault. L'Inde achète 36 Rafales, montant de la transaction près de 8 milliards d'euros. La vente s'accompagne de transferts de technologie. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, est attendu à New Delhi vendredi dans le cadre de la finalisation de cet accord. Émotion et recueillement. Aujourd'hui, à Toulouse, la ville commémore l'explosion de l'usine AZF qui avait fait 31 morts il y a tout juste 15 ans. La plus grande catastrophe industrielle en France depuis 1945. Plusieurs centaines de personnes se sont réunies devant le mémorial érigé sur le site du drame. Un 3e procès doit avoir lieu en janvier prochain. L'enquête s'accélère dans l'affaire de la fausse alerte qui avait déclenché une vaste opération terroriste à Paris. C'était samedi dernier. Les 2 mineurs de 14 et 16 ans interpellés ces derniers jours ont été présentés à un juge ce soir. Le parquet a requis leur mise en examen et leur placement en foyer éducatif. L'État se constituera partie civile dans ce dossier pour obtenir réparation. On l'a appris il y a moins d'1 heure. Bernadette Chirac est hospitalisée à Paris pour souffler et récupérer, annonce sa famille. Vous le savez, son mari, Jacques Chirac, 83 ans, est toujours soigné dans le même hôpital, la Salpêtrière, pour une infection pulmonaire. Les proches de l'ancien président appellent au respect de sa tranquillité, en réaction notamment aux nombreuses rumeurs qui circulent actuellement. Nous n'hypothèquerons pas l'avenir de cette ville. Déclaration de la maire de Rome aujourd'hui, Virginia Raggi.
Elle juge irresponsable la candidature de la capitale au JO 2024. Elle rappelle que la ville est surendettée, près de 13 milliards d'euros. Reste donc seule en course Paris, Los Angeles et Budapest. Fin du suspense en septembre 2017. Voilà pour l'essentiel de l'info. À suivre sur France Info, les informés, puis je vous retrouve avec plaisir tout à l'heure. – 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin. Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux avec le hashtag Les Informés, sur la TNT, le canal 27, voilà, on dit comme ça un peu à l'américaine. Et ce soir à la table des informés de France Info, nous recevons Claire Sercombe de Oser le féminisme, le député des Français d'Amérique du Nord pour les Républicains Frédéric Lefebvre, Jérôme Doncieux, fondateur de l'agence Rollac News, et également Marcelo Vesfred de l'Express. Alors on le sait, la ville de Calais accueille beaucoup de migrants politique. C'est d'ailleurs incroyable en ce moment ce déplacement de population politique vers le port d'embarquement vers la Grande-Bretagne. De droite comme de gauche, ils quittent les faubourgs parisiens pour Calais et harcèlent les habitants de promesses en fait. Ces derniers sont un peu fatigués de les voir seulement passer le temps de la campagne. Mais tant que l'Europe ne prendra pas de mesures contre le personnel politique, ils seront difficiles à contrer. François Hollande a annoncé donc sa visite lundi prochain et aujourd'hui c'était Nicolas Sarkozy. L'ex-président de la République ne s'est pas rendu dans le campement sauvage mais a déclaré « La jungle, je veux qu'elle s'en aille ». Voilà, tout simplement, avant de rencontrer les habitants et des commerçants sur place. Calais n'est plus une ville, mais le symbole, un cul-de-sac politique, devenu un sujet de campagne présidentielle. Hier a débuté la construction d'un symbole, un autre, un mur bordant l'autoroute pour empêcher les migrants de se glisser dans les camions direction la Grande-Bretagne. Une solution qui n'en est pas une, selon François Guénoc de l'association L'Auberge des migrants. Concrètement, ce mur, c'est du gaspillage de l'argent britannique parce qu'il s'agit simplement de prolonger le long de la rocade portuaire le dispositif donc de grillage, barbelés, caméras, projecteurs qui existe déjà et qui va simplement juste déplacer le problème. S'il y a encore des réfugiés qui essayent de bloquer les camions pour créer des bouchons et rentrer dans les camions, ils vont le faire simplement un petit peu plus loin. Voilà, François Guénoc de l'association L'Auberge des migrants. Claire Sercombe, que finalement le personnel politique, et on le voit encore, Nicolas Sarkozy, François Hollande qui se collent, comme on dit, à la culotte dans le monde du sport, vont à Calais. Comment vous voyez ça? Pourquoi tout le monde se presse comme ça? Peut-être parce que dans quelques mois, il y a une échéance électorale importante. Je pense qu'il y a un lien de cause à effet. C'est ça, oui. Puisque c'est pas d'hier, en fait, qu'il y a un problème à Calais. Pour revenir sur les propos de Nicolas Sarkozy, je suis extrêmement choquée de ce que je viens d'entendre. La jungle, je veux qu'elle s'en aille. La jungle, en fait, c'est des gens, dont des femmes, qui sont dans des situations terribles. Vous avez beaucoup d'ONG qui interviennent, dont, par exemple, Gynécologie sans frontières. Vous avez des femmes qui sont prostituées par des passeurs pour tenter de traverser la Manche, d'énormissimes problèmes de santé. Et vous avez un individu qui prétend revenir à l'Élysée, qui les traite avec une déshumanisation totale. Et c'est extrêmement choquant. Et juste le fait que d'un coup ils se précipitent tous, en fait, c'est pas la montée des marches, quoi. Ouais. Donc, quelle solution on va apporter concrètement pour aider ces gens? Il y a quand même des situations de personnes en danger de mort à Calais. Et là, encore une fois, c'est la course médiatique qui s'impose dans ce sujet. C'est ça, Marcelo Vesfred. On voit là aujourd'hui, c'est assez étonnant d'ailleurs de le voir à quel point on parlait beaucoup de François Hollande qui n'a parlé que de Nicolas Sarkozy dans son discours à Wagram. Là, alors, je ne sais pas si c'est un hasard ou pas, mais Nicolas Sarkozy y va. On apprend aujourd'hui que François Hollande y va également. Le hasard fait bien les choses, quand même. Hein. Non, effectivement, et d'autant plus que François Hollande avait promis d'aller à Calais, et sa promesse était en permanence remise à plus tard, et là, il y va, quelques jours après Sarkozy. Alors, ce qui est très intéressant d'ailleurs à noter, c'est que toute cette semaine, on a eu une sorte de préparation d'artillerie du ministère de l'Intérieur. La place Beauvau a envoyé des communiqués, des choses, etc. Par exemple, ils ont envoyé un communiqué lundi pour nous dire qu'un avion
étaient partis avec 30 migrants de Calais, renvoyés donc chez eux. Et c'est le deuxième communiqué en quelques jours. Donc on voit bien qu'ils vont essayer de montrer qu'ils ont leurs solutions et qu'en même temps, ils savent être intransigeants avec une poigne de fer. Que Calais est devenu un axe de campagne finalement. Et voilà, c'est devenu un axe de campagne. Et on voit bien que Hollande a décidé là-dessus de donner le change. Justement, Jérôme Donsieux, on voit juste un mot quand même, bien sûr, sur ce mur qui est en train de se construire. On a parlé d'un autre mur pendant la campagne américaine. Là, il y a un autre mur, c'est un symbole très fort. On le voit bien, il y a beaucoup d'associations, des policiers sur place qui disent ça ne sert à rien. Même la maire de Calais, Natacha Bouchard, dit ça ne sert à rien et pourtant, on le construit. Oui, mais ça, c'est le sujet éternel entre les faits, les symboles, l'émotion. Et donc, il y a une espèce de mélange où, à très court terme, on essaye de gérer l'opinion, l'émotion. Et il y a le sujet de fond derrière qui est, en effet, comment est-ce que les plus hautes autorités de l'État ou ceux qui aspirent à l'être adressent ce sujet-là. Ce qui est sûr, sur le plan politique, c'est que 2007 s'est joué grosso modo dans les usines sur le thème du mérite, de l'envie, etc. Et 2017 pourrait se jouer dans la jungle et sur la peur. Ouais, ce cas-là, oui. Alors justement, Frédéric Lefebvre, quand vous voyez ça aujourd'hui, enfin voilà, c'est cette situation quand même aujourd'hui à Calais, quand vous voyez ces candidats à se déplacer d'un coup, s'y intéresser finalement à cette jungle de Calais, alors que depuis des mois et des années, on en parle. Quelle est ce soir justement votre action? D'abord, on a un condensé dans cette région. Alors c'est aujourd'hui la jungle, ça a été Sangatte, on a un condensé des échecs de l'Europe, de l'échec collectif de l'Europe. Et moi, je souhaite que la France ne perde jamais de vue qu'elle a une parole particulière, une histoire particulière, qu'on a une personnalité française, que d'abord, la France est une terre humaniste. Et donc, sur cette question de Calais, moi-même, j'y étais, je me suis rendu à Calais. J'ai rencontré d'ailleurs les ONG qui travaillent, j'ai rencontré les élus, j'ai vu des élus, notamment des écologistes qui ont raison de traiter avec humanité les réfugiés qui sont ici. Et donc, je pense qu'il faut se méfier sur un sujet comme celui-là de la prise en otage dans le débat avec beaucoup de cynisme. On revient à la dérive identitaire par tel ou tel. Ça peut être d'ailleurs tous les candidats qui peuvent développer tout un tas de messages autour de ça, alors qu'en réalité, le mur est un bon exemple. Tout le monde serait bien inspiré d'écouter le dernier discours du président Obama, qui a expliqué combien la solution, c'est jamais de construire des murs. Jamais. Et donc, on est dans des effets d'annonce. Parfois, comme la parole, les gens n'y croient plus. Il faut des actes un peu symboliques. C'est l'histoire du mur. Et malheureusement, c'est pas d'action réelle. C'est pas d'Europe, donc ça veut dire qu'aujourd'hui la solution elle est d'abord dans des accords entre l'Angleterre et la France. De ça, oui, des accords de Touquet. Donc il y a une vraie politique à mener. Ouais. Allez, l'info à 20h40, c'est Pierrick Bonneau. 9 ans d'attente et au bout, plus de 7 milliards d'euros de contrat. L'Inde va acheter 36 avions de chasse Rafale à la France. La rumeur courait depuis plusieurs jours, c'est donc confirmé. Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, partira dès demain officialiser la vente avec son homologue indien. Le prix exact de la transaction n'a pas été officiellement dévoilé, mais selon le correspondant de France Info en Inde, ce chiffre se situerait au-delà des 7 milliards d'euros. Ça faisait donc 9 ans que Dassault était en course pour vendre ses avions de chasse à l'Inde. En visite à Calais tout à l'heure, Nicolas Sarkozy annonce la couleur de sa campagne pour la primaire à droite, un discours très à droite. Le candidat prône le rétablissement systématique des contrôles à toutes les frontières pour que, je cite, la France ne soit pas submergée par les migrants. L'ancien président a également critiqué la démission de l'État dans la gestion du dossier de l'immigration. Le ministre de la Justice était lui en visite surprise cet après-midi à la maison d'arrêt d'Osny dans le Val d'Oise. Jean-Jacques Urvoas est venu apporter son soutien au personnel de l'établissement et annoncer des renforts de surveillants dans l'unité de prévention de la radicalisation. Là où le 4 septembre dernier, 2 surveillants pénitentiaires avaient été blessés par un détenu. Dans cette unité, l'effectif va passer de 5 à 8 surveillants dès le mois prochain. Bernadette Chirac hospitalisée ce soir dans le même hôpital que son mari à la Pitié-Salpêtrière à Paris. L'ancien président de la République y a été admis dimanche pour une infection pulmonaire. Selon son gendre, Bernadette Chirac a besoin de souffler et récupérer un peu, épuisée par l'hospitalisation de son mari. France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons de Calais, nouvelle terre de visite politique, puisque Nicolas Sarkozy y était aujourd'hui, François Hollande va y aller lundi, pas forcément pour rencontrer les mêmes personnes d'ailleurs sur place. Alors justement, Jérôme Donsieux, le président de la région Hauts-de-France qui a accueilli Nicolas Sarkozy, aujourd'hui Xavier Bertrand, a critiqué alors dans son parti la pétition lancée par Laurent Wauquiez contre le plan du gouvernement concernant la répartition des migrants, puisque Laurent Wauquiez dit que ça va provoquer des mini-Calais, c'est son expression, partout. On voit qu'il y a quand même une tension au sein des Républicains, comme l'a dit tout à l'heure Frédéric Lefebvre, de voir aussi un moment le plus radical. Pour certains, ça suffit, comme l'a dit aussi Alain Juppé sur l'antenne de France Info. Oui, en l'occurrence, je pense que Laurent Wauquiez est dans une espèce de course ininterrompue vers on ne sait quoi. Après, ce qui est sûr, c'est qu'il y a à la fois une angoisse dans la population. En même temps, le sujet, c'est que le nombre de personnes dont on parle est marginal à l'échelle du pays, et je rebondis sur ce que disait Frédéric tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a un sujet de responsabilité française, mais en même temps, la responsabilité des hommes d'État, c'est, au-delà de l'émotion, là aussi, c'est de se dire quelle est la politique française, s'il y a des personnes qui ne doivent pas rester, quelle est la politique appliquée. Après, Wauquiez, là, on est vraiment dans la course à une échalote, pour le coup, que j'aime pas beaucoup. Oui, merci Westfred. Laurent Wauquiez, on a l'impression que maintenant, c'est son filtre, justement. Certains parlaient de Nicolas Sarkozy comme une trumpisation, finalement, de la politique. Laurent Wauquiez est sur ses traces? Oui, parce qu'il y a quand même une contradiction. Si on veut, quelle était l'expression de Nicolas Sarkozy, vous la rappeliez à l'instant, sur la jungle. Sur la jungle. La jungle, je n'en veux plus. Ouais, voilà, il faut qu'elle s'en aille. Qu'est-ce qu'on fait dès il y a à peu près entre 6 000 et 10 000 migrants? On les met où? Alors le gouvernement dit, moi je vais créer, j'en ai déjà créé des centres d'accueil et d'orientation, je les mets là, on va essayer de faire ça discrètement, on va en mettre un peu partout et ça va fonctionner. Là, qu'est-ce qu'on fait? L'attitude de Xavier Bertrand, elle s'explique simplement par le fait que lui, il a à gérer ce problème-là et qu'il veut effectivement qu'on démantèle ce camp. Alors, le problème, c'est que on ne sait pas du tout ce que les migrants vont faire une fois qu'ils auront été installés dans des centres provisoires ailleurs. Est-ce qu'ils vont revenir? Est-ce qu'ils vont s'installer? Ça, personne n'a de recul si on parle des choses raisonnablement sur le sujet, quoi. Ouais. Claire Sercombe, justement, Jérôme Donsieux parlait tout à l'heure de l'Europe. Il y a Nicolas Sarkozy qui dit qu'il faut renégocier les accords du Touquet, alors que c'est lui qui les a signés en 2004, notamment quand il était ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, pour vous, finalement, la faute doit en incomber aux Britanniques? Quand on voit finalement ce blocage, est-ce qu'il faut renégocier? Est-ce qu'il faut finalement forcer, entre guillemets, ces gens à partir en Grande-Bretagne? Le problème, il se situe vraiment ailleurs. C'est qu'est-ce qui se passe dans les pays en zone de conflit pour que les personnes partent et fuient en fait ces zones de conflit. Sur renégocier les accords du Touquet, je vais être très honnête avec vous, je ne suis pas du tout une spécialiste de ces questions, donc je ne vais pas m'aventurer sur des déclarations hâtives, mais juste je voulais revenir sur Laurent Wauquiez. Au-delà de son espèce de pétition, etc., il va même plus loin, parce que j'ai entendu dire qu'il voulait subventionner, enfin donner de l'argent aux communes qui n'accueilleraient pas de migrants. Donc c'est très très fort quand même de vouloir subventionner à ne pas faire. C'est quand même assez inédit. Alors que pendant ce temps-là, en Auvergne-Rhône-Alpes, les associations d'accueil de femmes victimes de violences, etc., on leur retire leurs subventions. Donc pour subventionner le pas faire d'élus qui seraient intéressés à ne pas faire et qui auraient de l'argent pour ne pas faire. Ouais, merci Je précise que Wauquiez, comme président de région, n'a aucune compétence sur la question de l'accueil des migrants. Donc tout ça, on est vraiment dans la bataille, la com et la bataille politique. Frédéric Lefebvre, vous en parliez tout à l'heure justement de l'Europe. Nicolas Sarkozy a déclaré les Français ne sont pas les douaniers des Anglais. Aujourd'hui, ça veut dire que beaucoup de gens, il n'y a pas que lui qui souhaite renégocier les accords du Touquet. Pour vous, c'est là justement une des clés de la solution de Calais? J'ai écrit un livre que j'ai sorti quand j'étais membre du gouvernement, en 2010, Le mieux est l'ami du bien, dans lequel je disais sur les questions de migration et de sécurité de l'Europe, des frontières de l'Europe, que nous devions construire une police mutualisée européenne des frontières. On m'a répondu à l'époque, c'est pour ça que je ne mets pas en cause le gouvernement actuel là-dessus, il y a une continuité. On m'a répondu à l'époque que ça coûtait trop cher, qu'on ne pouvait pas le faire. Moyennant quoi, à force de ne pas gérer une politique, c'est ce qu'on disait tout à l'heure tous, on se retrouve à en gérer des conséquences et on a cédé au chantage de la Turquie, on a donné 6 milliards aux Turcs pour gérer l'inconséquence de l'Europe, alors même qu'avec la moitié de cette somme, on aurait pu construire cette police mutualisée. Donc en fait, on est dans une surenchère de déclarations verbales ou d'actes symboliques fort pour marquer les populations parce qu'on est dans une course électorale, mais au fond,
le vrai sujet qu'il faut se poser, c'est de savoir quelle est la politique européenne qu'on met en place. Et la France, plutôt que à chaque fois qu'il y a une élection, rentrer dans des débats où tout le monde s'étripe, devrait, comme a su le faire le général de Gaulle à une époque, user de la grève du Conseil de l'Europe tant qu'il n'y a pas une politique qui protège les frontières de toute l'Europe. C'est que si la France aussi accueille peu de migrants, on le voit derrière, c'est une peur du populisme et on a l'impression que c'est ça. Je pense quand le gouvernement français voit les résultats aujourd'hui d'Angela Merkel, ils se disent ah mince, on va avoir peur. On a vu dès le début une frilosité. C'est normal que les gens aient peur. Les politiques ont peur. Non, mais les politiques ne prennent pas leurs responsabilités. Mais il est normal que les citoyens aient peur, parce que quand vous avez le terrorisme, quand ils voient qu'il n'y a pas de contrôle. Vous savez, moi je propose depuis très longtemps qu'il y ait un dispositif exactement d'ailleurs ce qui existe dans ma circonscription. Quand vous venez du Canada... Alors je rappelle juste votre circonscription, c'est l'Amérique du Nord. Et Canada. Quand vous venez du Canada pour aller aux États-Unis, vous êtes contrôlé sur le territoire canadien par la police américaine. Et plutôt que de laisser rentrer les gens, et ensuite quand ils sont sur place, les maltraiter, parfois ne pas les traiter du tout, il faut au contraire avoir des camps de réfugiés humains où on puisse s'occuper des gens aux frontières de l'Europe et pouvoir du coup déterminer ceux qui peuvent rentrer en France, ceux au contraire. Ça, voilà. Donc on manque, en réalité, on fait toujours du curatif dans la panique au lieu de faire une politique stable de prévention avec une vision. C'est de ça qu'aujourd'hui la France et l'Europe manquent. Jérôme Doncieux, c'est aussi ça. Enfin, il y a eu un moment une peur des gouvernants par rapport à l'accueil. Oui, mais c'est toujours pareil. Quand on joue en défense, si on refait une seconde en arrière, l'Allemagne avait l'opportunité, la capacité et politique, économique et le besoin démographique d'accueillir beaucoup de monde. Et puis c'était une façon de payer une forme de dette historique. Sauf que l'Allemagne a agi seule dans son coin sans expliquer, alors que s'il y avait une position européenne stratégique, à ce moment-là, l'histoire aurait été absolument différente. Je reviens sur le même point. Pour l'instant, une approche tactique et à un moment, quand le sujet arrive, on recule. Et il faut tenir compte des opinions publiques. C'est le boulot des politiques. Mais il y a une approche absolument pas stratégique du sujet de l'immigration. Et là où il y avait une opportunité fantastique pour l'Europe, à la fois d'être ferme sur un certain nombre de sujets, mais aussi de faire preuve de générosité et de voir au long terme sur le fait qu'on a besoin dans certains pays, là, ça part en vrille. Et d'ailleurs, Merkel le paye par ailleurs dans les urnes. Marcelo Westfred, on a l'impression, sur les migrants, d'un coup, par exemple, François Hollande est tapé sur sa droite parce qu'on dit qu'il est laxiste, et il est tapé sur sa gauche parce qu'on dit qu'il n'est pas, justement, assez ouvert. C'est un jeu compliqué, non De toute façon, il n'y a pas de bonne solution. C'est un problème très grave, très compliqué. Et vous avez remarqué que Nicolas Sarkozy aujourd'hui est allé à Calais, mais il n'est pas allé dans la jungle de Calais. Et ce sera intéressant de voir si lundi, François Hollande inaugure le nouveau port derrière les grilles ultra sécurisées du nouveau port, ou s'il va à la rencontre des migrants. Non, mais c'est une question. C'est-à-dire que pour l'instant, on est dans un débat où chacun arrive avec des solutions un petit peu à l'emporte-pièce, parce que l'accord du Touquet, moi je peux proclamer qu'il faut le renégocier. Mais si les Anglais ne veulent pas le renégocier, vous faites comment? C'est un problème. En plus, ils sont plus dans l'Europe maintenant. Et par ailleurs, il y a un préavis de 2 ans. C'est-à-dire que vous pouvez décider de le dénoncer. Ça prend 2 ans avant qu'il soit totalement dénoncé. Vous faites quoi pendant 2 ans? Donc là, on est typiquement dans quelque chose qui va s'enquister pendant cette campagne. Allez, l'info à 20h50, Pierrick Bonneau. Bernadette Chirac admise à l'hôpital. À 83 ans, la femme de l'ancien président de la République, épuisée par l'hospitalisation de son mari, selon son gendre, a besoin de souffler et récupérer un peu. Elle a été admise dans le même hôpital que Jacques Chirac, à la Pitié-Salpêtrière à Paris. L'ancien chef de l'État y est hospitalisé depuis dimanche pour une infection pulmonaire. Le meeting de Nicolas Sarkozy à Marc-en-Barreuil dans le Nord, perturbé ce soir par des étudiants gabonais opposés au président élu Ali Bongo. Alors que le candidat à la primaire à droite s'exprimait devant un millier de ses partisans, les étudiants ont fait irruption dans la salle en scandant « Sarko vient chercher Ali ». Ils accusent Nicolas Sarkozy d'avoir, lorsqu'il était président de la République, favorisé le maintien au pouvoir d'Ali Bongo. Sa réélection contestée a entraîné des jours de violence au Gabon au début du mois.
Un nouveau bilan fait état d'au moins 42 morts, 42 migrants noyés dans un naufrage au large de l'Égypte. Selon le ministère de la Santé au Caire, le bateau transportait 600 migrants et seuls 150 ont pu être secourus. À bord se trouvaient des Égyptiens, des Syriens et des Africains. Leur destination était sans doute l'Italie. La Russie annonce qu'elle va déployer son porte-avions en Méditerranée pour renforcer ses capacités militaires aux côtés du régime en Syrie. 6 navires de guerre et 3 navires de ravitaillement russes sont déjà positionnés dans l'est de la mer Méditerranée. Selon le ministère russe de la Défense, la Russie est régulièrement accusée d'être à l'origine de raids faisant des victimes parmi les civils dans les zones rebelles. France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin. Les informés de France Info avec ce soir Claire Sercombe de Osez, le féministe, le député des Français d'Amérique du Nord pour les Républicains Frédéric Lefebvre, Jérôme Doncieux, fondateur de l'agence Rolex News et Marcelo Vesfred de l'Express. On va parler juste un tout petit peu d'éducation là parce que discrètement la ministre de l'Éducation nationale a glissé une idée un peu folle puisqu'elle a déclaré sans bruit on pourrait allonger la scolarité scolaire jusqu'à 18 ans. Pardon ? Non, j'ai rien dit, je vais juste vous faire un tweet. On pourrait allonger la scolarité scolaire jusqu'à 18 ans. Voilà, comme ça on l'entend mieux quand c'est Twitter. C'est donc par un tweet que la ministre de l'Éducation a formulé cette proposition de scolarité qui serait obligatoire de 3 à 18 ans au lieu de 6 à 16 ans actuellement en vigueur. Une proposition visant à lutter contre le décrochage scolaire puisque 110 000 jeunes quittent le système chaque année, qui sent bon d'ailleurs la prochaine promesse de campagne, une vieille lune, mais qui place un peu plus l'éducation comme une discussion essentielle pour les prochains mois. Mais le principal syndicat d'enseignants n'est pas des plus emballés. Frédéric Rollet, elle est secrétaire générale de la SNES FSU. Oui, ça existe ailleurs et je pense que c'est efficace, mais à condition de repenser toute la scolarité. Parce que si c'est pour maintenir des enfants dans le système scolaire alors qu'ils sont déjà plus ou moins en décrochage, qu'ils ont envie de faire autre chose et qu'on n'a pas réussi à les intéresser par les contenus qu'on leur dispense, ça risque d'être un échec. Voilà, Frédéric Rollet, secrétaire général de la SNES FSU aujourd'hui sur BFM TV. Claire Sercombe, à votre avis, ça peut vraiment être utile, ça d'allonger finalement de 2 ans cette scolarité obligatoire pour lutter contre le décrochage scolaire? Alors je vais prendre de l'autre côté, c'est pour les tout petits en fait, où j'ai l'impression que sur la scolarisation à partir de 3 ans, c'est plutôt une sorte de rattrapage d'une promesse de campagne de François Hollande, qui était notamment dans les zones d'éducation prioritaire, d'augmenter la scolarisation des tout petits qui étaient souvent quand même confiés à leur mère, les mères qui se retrouvent éloignées du marché de l'emploi, etc. Puisqu'il y avait cet objectif d'augmenter dans ces zones-là à 30% et actuellement on en est à 11,5%. Je pense que pour les tout petits, c'est une excellente chose. Il y a aussi cette promesse de permettre une préscolarisation, encore une fois, pour que les femmes ne soient pas éloignées trop longtemps du marché du travail, ce qui est extrêmement pénalisant sur les égalités, enfin l'égalité professionnelle. Ensuite, pour revenir sur ce que disait la secrétaire générale du SNES, faut aussi s'interroger sur le contenu, c'est-à-dire que si c'est pour venir tous les jours de 8h à 16h et s'asseoir sur sa chaise et attendre qu'il y ait la sonnerie pour rentrer chez soi, ça va pas marcher et il faut aussi que vraiment l'école remplisse ses missions d'éducation égalitaire. Alors Najat Vallaud-Belkacem a fait quand même beaucoup de choses en la matière. J'espère que c'est pas que cosmétique et de l'effet d'annonce parce qu'elle est très forte aussi pour ça, mais que l'école remplisse ses missions contre l'orientation genrée, etc., pour qu'il y ait vraiment une égalité des chances. Jérôme Doncieux, à votre avis, pour vous aujourd'hui, est-ce que ça peut aider à lutter contre le décrochage scolaire? Ça veut dire d'avoir 2 ans de plus pour avoir un diplôme? D'abord, il y a un petit concours l'épine des différents ministres, le garde des Sceaux qui vous annonce des dizaines de milliers de places. Voilà. Donc ça sent un peu la campagne électorale. Mais sur le fond, le vrai sujet, c'est pas tellement le gardiennage des enfants. On sait tous qu'il faut absolument monter en valeur ajoutée dans individuelle et collective. Ça, c'est l'élément majeur. Mais si c'est uniquement scolarisation ou enseignement, c'est pas la même chose. Il y a plein d'enfants qui seraient beaucoup mieux en apprentissage, où ils vont apprendre plein de choses. Donc je pense que le sujet d'apporter de la valeur ajoutée, ça c'est important. Après, je me méfie un tout petit peu, surtout en cette saison-là, Noël est pas loin, de la gadgetisation d'un sujet qui, sur le fond, est absolument majeur. Mais pour quel rapport avec Noël? Parce que vous pensez que c'est les enfants, c'est Noël, c'est pour ça, ça fait plaisir, c'est pour ça. Vous voyez les élections. D'accord, encore finalement, voilà, c'est ça. Marcelo Vesfred, Najat Vallaud-Belkacem, avec ça finalement, le SNES le disait, c'est une vieille lune à gauche, quand même, de prolonger cette scolarisation. Ça peut être justement un axe aujourd'hui défendu par un candidat comme François Hollande. Oui, enfin effectivement c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans la campagne. D'ailleurs,
Le tweet que vous citiez, il a été publié quand? Ce week-end. Ce week-end. Et qu'est-ce qu'il y avait ce week-end? Il y avait ce qu'ils appellent au Parti socialiste une université de l'engagement. En fait, bon, c'est, je vous la fais très rapidement. C'est quelque chose, c'est un événement décentralisé. Ça avait lieu à l'Homme. L'Homme, on est dans la Fédération du Nord, la Fédération socialiste historique. Donc voilà, on parle à son camp, en tout cas à ce qu'il en reste, pour proposer cette mesure qu'on aurait pu retrouver dans la loi de refondation de l'école. Pourquoi pas? D'ailleurs, pourquoi elle n'avait pas été proposée avant? Pourquoi on la propose en fin de quinquennat? Évidemment, on essaye de donner des gages à cette gauche-là. Ça coûtera de l'argent. Parce que remettre 80 000 personnes dans les lycées ou dans les lycées professionnels, il faudra trouver, le gouvernement dit 5 000 à 7 000 postes. Je rappelle que les 60 000 postes qui ont été promis, pour l'instant, ils n'ont pas été pourvus dans leur intégralité. Bon, voilà, c'est le temps de la campagne. Frédéric Lefebvre, on n'a pas beaucoup de temps, alors si vous voulez, je voulais vous opposer, parce que maintenant, c'est un sujet majeur. C'est un sujet majeur. D'abord, le pays souffre d'être le pays de la reproduction sociale, alors qu'on doit renouer avec l'ascenseur social. Donc c'est absolument prioritaire de s'occuper de la catégorie des 16-25 ans qui décrochent. Je dis 16-25 ans. Moi, j'ai fait une proposition, j'invite le gouvernement à la regarder, je l'ai déposée au Parlement. On l'a travaillé avec des acteurs économiques, avec des citoyens dans Nouveaux Horizons. Et cette proposition, c'est en fait supprimer le chômage des jeunes. Pour le supprimer, c'est de manière assez simple. C'est de créer en réalité la possibilité pour chaque jeune, à travers un contrat avec l'État, d'avoir soit un stage, soit une expérience à l'étranger, soit une formation. Et je vais vous inviter à revenir, Frédéric Lefebvre, pour en parler. Voilà, parce que c'est un sujet absolument majeur. Merci en tout cas d'être passé ce soir, Frédéric Lefebvre. Merci beaucoup à Claire Sercombe. Merci également à Jérôme Doncieux et Marcelo Vesfred de l'Express, voilà, qu'on peut trouver cette semaine en kiosque, voilà, avec une une qui doit être formidable. Une une qui est formidable et qui est l'interview exclusive de Natacha Kampusch, qui raconte son calvaire. À Vienne, elle a été séquestrée pendant 8 ans. Allez, dans quelques minutes, ça sera l'heure de Classico avec Matteo Maestracci, les informés de France Info. On se retrouve demain. Bonjour à tous, je suis Cyril Ferraud et je suis ravi d'être avec vous pour vous dire si demain, côté météo, ce sera plutôt ambiance parapluie ou bikini. Alors découvrons ça tout de suite avec le ciel de demain. Alors comme vous le voyez sur le centre, il y aura des nuages. Ici, vous savez ce qu'il y a ici? Il y a le village de Miraval dans le Var. Vous savez, le village de Brad Pitt et Angelina Jolie. Eh bien maintenant c'est dégagé alors que ces derniers jours c'était un peu orageux. Alors la pluie, elle sera là du côté de la Bretagne et au cours de la journée, elle va se déplacer la coquine, figurez-vous. Où ça? Vers la Normandie et un petit peu où elle voudra. Regardons les températures de demain matin. Alors, les voici. Nous avons les minimales qui sont en bleu. La minimale d'ailleurs, ce sera 6 degrés ici même à Aurillac, les pauvres. Et la maximale, regardez, c'est ici, c'est à Bastia en Corse. La Corse, c'est pratique parce que on sait où elle se trouve. Et partout ailleurs, en jaune, ce sont les moyennes de saison. Vérifions les températures de demain après-midi. Nous avons la minimale ici même à Brest. Les Bretons vont pas être contents. 18 degrés. On leur fait un bisou quand même. Voilà. Et la maximale, elle est où? Elle est ici. Et ici, ça doit être Nîmes. On les embrasse aussi, mais c'est plus compliqué pour se baisser. Je voudrais simplement dire à Mamie Simone, ma mamie qui habite quelque part par là, vous voyez, à Digne-les-Bains, qui fera 25 degrés, ce qui veut dire qu'elle va pouvoir sortir en débardeur, elle sera tranquille. Et dernière petite info, à Poitiers, par ici, il fera 23 degrés. Et Poitiers, ce sera les prochaines sélections de slam, figurez-vous. Ah bah oui, un peu de placement de produits. Voici l'éphéméride pour demain. Le soleil se lèvera à 7h. Il est là, le soleil. Il se lèvera à 7h37. Il se couchera à 19h47. Ça fait 4 minutes d'ensoleillement en plus. Et nous allons fêter ils sont là. Les Maurice, voilà. Alors bonne fête à tous les Maurice, bonne soirée sur France Info et à demain dans Slam à 17h30 sur France 3, la chaîne d'en face. Salut. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur France Info. Dans l'actualité, cette vente record réalisée par le groupe Dassault. L'Inde achète 36 Rafales, montant de la transaction près de 8 milliards d'euros. La vente s'accompagne de transferts de technologie. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, est attendu à New Delhi vendredi dans le cadre de la finalisation de l'accord. Émotion et recueillement aujourd'hui à Toulouse. La ville a commémoré l'explosion de l'usine
AZF qui avait fait 31 morts il y a tout juste 15 ans, la plus grande catastrophe industrielle en France depuis 1945. Plusieurs centaines de personnes se sont réunies devant le mémorial érigé sur le site du drame. Un troisième procès doit avoir lieu